Bonjour tout le monde, ça y est, nous allons démarrer les vidéos dans lesquelles je vais vous parler de tarot et oracle que j'ai dans ma collection et de mon opinion et comment je les utilise. Et je vais donner le coup d'envoi avec le Darkwood Tarot. Alors ce tarot a été créé en anglais, il est disponible en version traduite, en version française, mais il porte ce même titre, Darkwood Tarot, donc il vous suffit simplement de vous assurer qu'en dessous, il y a bien la mention qu'il s'agit de la version française. Alors, j'ai ce tarot depuis probablement un peu plus de 2 ans maintenant. Je l'ai énormément utilisé, j'adore ce tarot. Et j'ai pas mal d'impressions et pas mal de réflexions aussi à partager avec vous dans cette vidéo. Donc, le tarot est accompagné de cette magnifique boîte. Il a été publié chez Llewellyn. Donc, il y a assez souvent ce type de boîte qui est proposé, qui s'ouvre comme ceci avec une belle illustration à l'intérieur. Ici, vous avez l'illustration de l'As de Pentacle. Il a été créé par Sasha Graham et illustré par Abigail Larson. Alors, je pense qu'il y a un second, ou en tout cas, il y a un second tarot qui, si je ne me trompe pas, s'appelle le Horror Tarot. Mais il me semble qu'il y a peut-être un troisième jeu qui a été créé par ces artistes. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble que j'ai vu ça à un moment. Alors, à l'arrière de la boîte, vous avez un peu de texte et quelques illustrations. Je vais vous lire le texte qui est proposé. Entrer dans la forêt est facile, en sortir est autre chose. Comment allez-vous en émerger? Osez entrer dans la forêt sombre et découvrir votre ombre avec ce tarot qui suit le système du Rider-Waite-Smith. Alors que vous prenez le rôle de la sorcière qui traverse la forêt, chaque carte magnifique devient une vision de sagesse profonde qui vous guide vers une plus grande compréhension de qui vous êtes. Examinez les désirs secrets et vos rêves inavoués. Explorez le recoin inconscient de votre psyché. Ce tarot captivant ainsi que son livre en couleur vous accompagneront à travers l'obscurité et dans la lumière pour refléter vos talents cachés et votre pouvoir personnel. Je trouve que cet encart est très fidèle au tarot et à ce qu'il vient apporter. Donc voilà pour la boîte. Ensuite, le tarot est un tarot relativement traditionnel par rapport à son format. Vous avez une taille qui est tout à fait standard aujourd'hui pour la plupart des tarots. La tranche est en noir, c'est moi qui l'ai teint. Si vous l'achetez, je pense qu'elle est légèrement entre blanc et gris, donc elle n'a pas de couleur particulière. Le dos des cartes est, je trouve, absolument magnifique. Personnellement, j'adore ce style qui est très clairement gothique et vampirique. C'est un plaisir de pouvoir avoir ce tarot sur mon autel ou bien sur ma table de travail. Les cartes sont un peu fines, elles sont légèrement plastifiées et donc elles vont être légèrement luisantes. Elles se manipulent facilement et je vais vous montrer quelques cartes. Alors, il s'agit d'un tarot qui suit relativement le système du Rider-Waite-Smith. Maintenant, il s'en écarte quand même pas mal. Donc, pour les personnes qui démarrent leur exploration avec le tarot, je recommanderais de ne peut-être pas commencer avec ce tarot ou d'avoir un tarot Rider-Waite-Smith tout à fait standard ou d'avoir un livre qui est basé sur le système du Rider-Waite-Smith pour pouvoir comparer, pour pouvoir voir les illustrations qui sont différentes et comprendre les choix qui ont été faits ici par les auteurs et par l'auteur et par l'artiste. Donc il y a certaines cartes qui vont s'écarter du système du Rider-Waite-Smith et donc qui peuvent quand même dérouter. Mais de manière générale, il est assez fidèle. Donc par exemple ici, vous avez le 7 de bâton qui est différent du système du Rider-Waite-Smith.
mais qui garde cette même ambiance d'une personne qui a l'air d'être attaquée par ici 7 bâtons avec cette torche, voilà, cette torche, et quelques ombres. Voilà, pour le roi de coupe, dans le système de Rider-Waite-Smith, vous avez un roi qui est assis sur un trône, qui se trouve généralement au bord de l'eau, avec une coupe en main. Ici, vous avez cette créature un peu elfique qui a la coupe, qui est au bord de l'eau, qui n'est pas sur un trône et qui a une créature autour de lui. La roue reste tout à fait reconnaissable. Le chariot a été transformé ici en aigle. Donc je trouve que la symbolique reste présente, mais ça peut quand même dérouter. Ensuite, ce qui peut aussi un peu dérouter ou peut-être déranger certaines personnes, c'est que ce tarot nous plonge dans l'univers de la forêt. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, il y a deux intentions principales derrière la création de ce tarot. La première, c'est de nous faire entrer dans la forêt sombre. Donc, il y a la sorcière qui représente le fou. Donc, il y a cette sorcière qui, en fait, nous représente, lorsque nous lisons le tarot, qui va rentrer dans la forêt et qui va aller rencontrer chaque carte, qui va rentrer dans le mythe de chaque carte, qui va rencontrer des créatures, qui va vivre des expériences pour pouvoir en extraire la sagesse, et elle va donc avancer ainsi au fil des 78 cartes et de 78 univers d'une certaine manière. Ce qui est extrêmement bien fait, ce qui n'est absolument pas l'invention de Sasha Graham, puisque c'est basé sur ce que l'on appelle le voyage du fou de Joseph Campbell, qui est très très populaire aujourd'hui. Donc ça, c'est la première intention. Et la deuxième intention, c'est que ce tarot se veut un tarot pour travailler sur les ombres. Alors là, j'ai déjà un premier reproche ou première critique à faire, c'est que vous n'avez absolument pas d'avoir un tarot qui soit spécifiquement conçu pour travailler sur les ombres, pour réaliser ce travail sur les ombres. Le travail sur les ombres, c'est un processus qui a une origine psychologique et qui a aussi tout un tas d'implications spirituelles. Et donc c'est un processus, vous pouvez utiliser n'importe quel tarot pour réaliser, pour accompagner ce processus. Vous pouvez tout à fait utiliser un Rider-Waite-Smith, vous pouvez utiliser un tarot de Marseille, vous pouvez utiliser le Darkwood Tarot, vous pouvez utiliser le tarot des vampires. N'importe quel tarot va pouvoir se prêter à ce processus de travail sur les ombres. Donc ce tarot, qui se veut un tarot de travail sur les ombres, vient déjà quelque part créer une certaine confusion parce que voilà, n'importe quel tarot peut être utilisé pour réaliser ce processus d'exploration et de travail sur soi. Maintenant, c'est un tarot qui donc va être un peu plus sombre et donc il a toute cette ambiance gothique, vampirique et un petit peu effrayante de la forêt qui, selon moi, est une très bonne idée. Ça a été extrêmement bien fait et je trouve que ça apporte quelque chose d'assez spécifique à ce tarot. Et donc, vous allez retrouver des êtres humains, comme par exemple ici pour l'étoile. Vous allez retrouver des animaux guides. Donc ce tarot va vous permettre de travailler avec les animaux guides, si c'est quelque chose que vous faites. Donc il a un aspect un peu chamanique qui peut être exploré. Il y a des paysages, évidemment, de la forêt. Il y a aussi des elfes de temps en temps. Et ensuite, il y a certaines créatures qui ont été animées, comme par exemple ici un arbre qui prend une apparence humaine. Donc on est vraiment bien dans cet univers imaginaire de la forêt enchantée, qui est
tout à fait approprié pour explorer les contes de fées. Donc la forêt est le lieu de prédilection de, de création des contes de fées. Alors pas les contes de fées de Disney qui ont été complètement édulcorés, mais les contes initiatiques qui ont été créés par les peuples tribaux et qui ont pour but finalement de nous aider à trouver en nous des ressources qui vont nous équiper pour pouvoir faire face aux expériences et aux challenges de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est magnifiquement bien exploité dans ce tarot et qui fonctionne très très bien. Maintenant, ce tarot, il est très polyvalent, étant donné qu'il suit relativement bien le système du Rider-Waite-Smith et étant donné qu'il a cet univers de la sorcière sombre, mais en même temps avec cet univers des contes de fées, il reste assez polyvalent et personnellement je l'utilise très souvent pour réaliser des tirages pour des clients. Il n'est pas effrayant comme par exemple le tarot des vampires de Ian Daniels, mais il va permettre malgré tout d'aborder, de réaliser des tirages en tenant compte d'aspects plus sombres, ce que personnellement je fais. Donc ça n'est pas du tout un tarot par exemple Doreen Virtue qui est exclusivement centré sur la lumière. Il a ce bel équilibre entre l'ombre et la lumière, avec l'univers des contes de fées, et avec l'univers un peu gothique, et avec l'univers aussi de la sorcière. Donc malgré tout ça, il est polyvalent, mais en même temps, il est aussi assez spécifique. Une autre chose que j'adore dans ce tarot, c'est la palette de couleurs qui a été choisie. Donc tous ces tons moutarde, ocre, bordeaux, bleu-gris, c'est vraiment ce que j'adore. Donc au niveau du style, je me sens vraiment très satisfaite parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Les illustrations me plaisent, le style gothique et imaginaire me plaît et la palette de couleurs me plaît aussi beaucoup. Et ensuite, il y a pas mal de choses qui se passent sur les cartes et si vous prenez le temps d'étudier, d'explorer ce tarot, eh bien, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc ici, vous avez une représentation un peu particulière du 9 de bâton. Traditionnellement, vous avez un personnage avec un bandeau, avec quelques traces de lutte, hein, quelques cicatrices, des vêtements un peu abîmés qui montrent que il a été confronté à beaucoup de choses. Ici, vous avez une autre illustration très spécifique et donc vous avez ce personnage en lui-même déjà assez particulier, derrière cette grille, et ensuite vous voyez qu'il y a ce paysage un peu effrayant. Donc là vous voyez très clairement des arbres, mais derrière l'arrière-plan est un peu flouté avec quelques ombres. Donc c'est vraiment magnifiquement bien fait. Ou c'est magnifiquement fait. 5 de Pentacle, une représentation un peu différente. Dans le tarot plus traditionnel, vous avez deux personnages devant une cathédrale, devant une église, et ici, l'église a été remplacée par un arbre. Donc on est bien à nouveau dans ce monde des contes de fées. Donc voilà, comme je disais, j'adore ce tarot. Alors, ensuite, je vais vous parler du livre. Donc, le tarot est accompagné d'un livre comme celui-ci, en grand format, a priori qui a l'air d'être un bon livre bien fourni. Et ce livre, c'est pour moi le point négatif de ce tarot. Je ne comprends pas ce livre, je ne suis pas d'accord avec ce livre. J'ai beaucoup de critiques par rapport à ce livre. Je vais essayer de faire court et de vous donner mon opinion. Alors tout d'abord, le livre, comme je disais, a l'air d'être un bon livre bien fourni, mais chaque carte est représentée en couleur et prend une page entière pour l'ensemble des cartes, les majeures aussi bien que les mineures.
Donc vous pouvez d'office enlever 78 cartes à ce livre, pardon, 78 pages à ce livre, puisqu'il s'agit de représentation de chacune des cartes. Et ensuite, dans les sections d'introduction, eh bien, vous avez à nouveau des pages complètes comme celle-ci qui sont purement décoratives. Donc vous pouvez très facilement enlever pas loin d'une centaine de pages. Et le livre compte 281 pages, donc vous pouvez compter qu'il y en a un peu moins de 200 en fait. Et ensuite, les textes sont écrits en grands caractères avec beaucoup d'espace. Comme vous voyez ici, vous avez encore tout un tas de décorations pour quelques mots-clés. Ensuite, ce paragraphe, pas mal d'espace. La suite ici et de nouveau pas mal d'espace. Donc voilà, le livre n'est vraiment pas aussi grand qu'il semble l'être. Ça, c'est une première chose. Alors, si je reviens au début. Donc, premièrement, une présentation de l'auteur et l'illustratrice. Ensuite, à nouveau des pages décoratives. La table des matières. Première partie, entrée dans la forêt. Deuxième partie, les cartes. Alors, introduction. Dans l'introduction, l'auteur explique l'idée en fait derrière le Darkwood Tower, donc l'univers de la forêt avec les ombres et la sorcière qui est ce personnage qui va voyager dans les différentes cartes du tarot. Donc vous avez plusieurs pages d'explication. Ensuite, première partie, à nouveau une page complète, 2 pages complètes d'illustration. Il était une fois, donc on est bien dans le monde des contes de fées, avec cette idée des histoires, des contes, et ce qu'ils nous apportent, et le lien avec le tarot. Ensuite, quelques conseils pour lire les cartes de manière intuitive, et pour approfondir un peu les tirages. Ensuite, une section sur l'ombre, 1, 2, 3, 4, 5 pages sur l'ombre avec une très brève explication de ce qu'est l'ombre et ce que l'on peut y trouver. Ensuite, l'explication sur le choix qui a été proposé d'accompagner chaque carte d'un message avec une interprétation et une ombre, et j'en reparlerai. Ensuite, le livre des ombres. Donc ici, vous avez quelques explications pour les personnes qui voudraient créer un livre des ombres. Et quelques suggestions en fait de sections que vous pouvez amener, comme par exemple quelques notes sur les aspects astrologiques, les interprétations des rêves, la numérologie, quelques messages intuitifs, voilà, différentes choses que vous pouvez choisir d'incorporer dans un livre des ombres ou bien simplement dans votre journal où vous répertoriez vos tirages. La section suivante, c'est la section de l'initiation, qui est intéressante puisque lorsque l'on rentre dans la forêt, eh bien, effectivement, on rentre dans un lieu d'initiation. Ensuite, les questions alchimiques, qui en gros sont simplement des suggestions de questions que vous pouvez poser lorsque vous réalisez un tirage, pour que vous puissiez être proactif et pas demander que va-t-il se passer par exemple, mais plutôt demander voilà, comment puis-je ou bien que puis-je faire pour, etc. Donc c'est intéressant pour les personnes qui démarrent avec le tarot, pour les personnes qui n'ont pas encore nécessairement beaucoup d'expérience. Il y a des explications ici sur comment vous pouvez utiliser le tarot et ce que ce tarot en particulier vient amener. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous avez également des enchantements, donc le tarot qui peut être utilisé pour travailler encore une fois avec les contes de fées et avec les pommes empoisonnées, les baisers enchantés, la marraine la fée, différentes choses que l'on retrouve dans les contes de fées et qui ont un lien aussi avec le mythe du tarot. Une note sur les schémas qui ont tendance à se répéter et ensuite quelques notes sur les éléments, sur les personnages de la cour
et 3 pages de suggestions de tirage qui sont richement illustrées. Et ensuite, vous rentrez dans la deuxième partie, lire le tarot, avec tout d'abord un prologue qui est une sorte de petite histoire qui est intéressante, je trouve. Et ensuite, eh bien, vous avez l'explication des cartes. Donc ici, la carte du fou, une page, l'image et la suite du texte qui est proposé. Alors si vous prenez la carte du fou, je l'ai rangée, ou en tout cas elle est mélangée dans le jeu. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Donc si vous prenez la carte du fou, première carte du tarot, qui est la sorcière, que l'on va retrouver, que l'on va suivre à travers tout ce tarot, eh bien, tout d'abord, vous avez une explication, une description en fait de la carte. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont un peu du mal à voir ce qui est illustré sur les cartes. Ici, vous avez une sorte de guide pour vous permettre de peut-être voir des petites choses que vous ne voyez pas de prime abord. Donc c'est intéressant. Et ensuite, vous avez la signification et l'ombre. Alors là, c'est là où je commence un peu à grincer des dents, je vais dire. Donc la signification, tout d'abord, déjà c'est une appellation qui me dérange un peu, même si Sasha Graham n'est pas la seule à proposer ce titre. Il n'y a pas une signification qui est attachée à une carte. Il y a une structure au tarot, et donc chaque carte vient faire référence à un archétype ou à différentes qualités que l'on retrouve chez des personnes. Mais il y a certains mots-clés, je vais dire, que l'on retrouve, qui font partie de la structure du tarot et qu'il est important de pouvoir connaître. Mais ensuite, à partir de là, c'est à vous de pouvoir dégager l'interprétation, en fait. La manière dont vous allez interpréter la carte par rapport à ce que vous vivez et par rapport au tirage lui-même. Donc il n'y a pas une signification. Et en plus, ici ce qui est proposé, c'est toute une série de courtes phrases. Donc si je prends le fou, vous avez un saut dans l'inconnu, agir de manière impulsive, de la folie que l'on prend pour de la liberté, agir pour son propre intérêt, une grande aventure, de l'optimisme, de la jeunesse, un voyage que vous seul pouvez entreprendre, la route vous appartient, agir de manière impulsive, donc il y a des répétitions, confiance totale, innocence, le début d'un nouveau cycle, une porte s'ouvre et une aventure commence. Donc c'est effectivement voilà, ce sont différents aspects que l'on peut associer au fou dans le tarot. Maintenant, il y a bien d'autres choses qui sont associées au fou et qui n'ont pas été nécessairement reprises ici. Et ensuite, vous avez l'ombre. Et dans l'ombre, à nouveau, vous avez une série de courtes phrases. Agir de manière enfantine volontairement, éviter la réalité parce que l'on préfère ne pas confronter la vérité, feindre l'ignorance pour se sortir d'une situation difficile, jouer l'imbécile de manière volontaire, s'enfuir plutôt que de faire face à sa responsabilité. Donc c'est intéressant, effectivement, il y a là de quoi réfléchir à l'interprétation que l'on peut associer à la carte du fou lorsque celui-ci ressort par exemple en ombre, lorsqu'il ressort à l'envers. Mais il y a tellement d'autres choses en fait que l'on peut examiner en lien avec les ombres et avec le travail sur les ombres. Et c'est là en fait que j'ai un peu du mal par rapport au livre et par rapport à ce qui est proposé et comment c'est proposé. Parce que, pour revenir encore brièvement sur l'ombre, l'ombre, elle est extrêmement complexe, elle est extrêmement vaste et il y a plusieurs degrés, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'ombre collective, des choses que l'on retrouve qui sont communes à l'humanité. Il y a ensuite des ombres qui sont culturelles et il y a notre ombre personnelle qui est directement associée à notre propre expérience et à notre propre vécu.
Donc vous voyez que c'est déjà extrêmement complexe. Donc réduire ça à 5-6 mots-clés, c'est vraiment très 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 réducteur. Et ensuite, l'ombre universelle, elle peut facilement entre guillemets, être accédée parce que c'est universel, donc ce sont des grands principes, mais l'ombre personnelle, elle est propre à chacun. Et donc c'est à chacun d'aller l'explorer, c'est à chacun d'aller prendre le temps de faire ce travail, de réaliser ce travail d'introspection et d'exploration de ce qu'il peut y avoir dans notre ombre. Donc en fait ici, ce terme d'ombre, il vient plutôt faire référence à des manières de pouvoir interpréter la carte lorsqu'elle ressort à l'envers, plutôt que de parler de ce que l'on peut attacher à la carte par rapport à l'ombre. Et quelque chose qui m'a franchement, qui a failli me faire tomber de ma chaise lorsque j'ai lu ce texte pour la première fois, c'est par exemple ce qui est proposé pour la carte de la prêtresse. Donc pour la prêtresse, je vous montre la représentation qui est assez traditionnelle. Alors, pour la signification, vous avez silence, secret, obscurité. Donc la prêtresse est effectivement souvent associée à cet aspect de secret. Évolution de l'âme, la racine de votre personnalité, de vos talents et de vos traits. Je ne suis pas très d'accord. Une profonde connaissance et vision du troisième œil. Intuition activée, cycle lunaire, connaissance intérieure et authenticité personnelle. Voilà. Pas mal de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas trop rentrer dans tout cela. Et ensuite, pour l'ombre, centré sur soi, narcissique, obsédé par le soi. Je vous dis, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu ça la première fois. Un sentiment d'importance exagéré, un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie, de la méfiance et une incapacité à reconnaître sa propre voix intérieure. Alors, il y a des choses intéressantes, hein. Par exemple, si nous prenons aujourd'hui les personnes qui prétendent être des sorcières, on est d'accord qu'il y a cette recherche d'admiration, d'accord. Il n'y a qu'à voir les photos qui sont postées, les vidéos avec des montages, des musiques incroyables qui sont proposées. Il y a effectivement une recherche d'admiration, il y a un besoin de se montrer et il y a ce côté d'importance de soi. Mais la prêtresse ne se résume pas à ça, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, mais ce que je voudrais dire en fait, c'est que le livre peut être intéressant. Je pense qu'il va certainement être source de confusion pour des personnes qui démarrent leur exploration avec le tarot. Il peut vraiment prêter à beaucoup de confusion et il peut donner une image de ce travail sur les ombres qui n'est vraiment pas ce que c'est. Une image qui est sursimplifiée, qui est très arrêtée et qui est aussi très incomplète. Donc pour les personnes qui démarrent, encore une fois, je recommanderais d'avoir un tarot Rider-Waite-Smith ou bien d'avoir un livre sur le Rider-Waite-Smith pour pouvoir avoir des points de comparaison. Et de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est extrêmement important d'étudier d'abord ce qu'est le travail sur les ombres pour avoir une compréhension de ce dont il s'agit, pour avoir une compréhension des processus psychologiques, des aspects spirituels également, de pouvoir se faire une idée de ce que l'on peut trouver dans l'ombre et ensuite d'utiliser ce livre vraiment comme un point de départ avec certaines propositions un peu inhabituelles qui sont proposées, qui sont suggérées ici, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas tout en fait. Donc je trouve que c'est un livre qui a besoin d'être utilisé avec énormément de discernement. Et étant donné qu'aujourd'hui il y a un engouement absolument incroyable par rapport au monde de la sorcière, ce tarot est extrêmement populaire et ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ce livre
comme il est de prime abord et qui vont se faire une idée complètement fausse du travail sur les ombres et même de l'univers de la sorcière aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le coup de gueule que j'ai par rapport à ce tarot. J'adore le tarot, mais le livre, je trouve, est très très décevant et source de beaucoup de confusion. Je pense que l'auteur a voulu s'attaquer à quelque chose d'assez énorme de manière très réductrice et donc ça crée une soupe qui va induire beaucoup de personnes en erreur, malheureusement. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était déjà une très longue vidéo, j'espère que vous aurez pu trouver des choses intéressantes que vous allez pouvoir utiliser pour vous. Si vous avez ce tarot, ou bien si vous envisagez de l'acheter, je le recommande parce que je trouve qu'il est très intéressant, mais je pense que c'est un tarot qui demande un investissement personnel assez conséquent si vous voulez vraiment rentrer dans cet univers de la sorcière, cet univers des contes de fées et cet univers du travail sur les ombres qu'il prétend accompagner et qu'il fait très bien, mais évidemment ce livre n'est qu'un très court point de départ. Maintenant, je pense que je l'ai dit, j'utilise ce tarot très souvent et j'utilise beaucoup pour des clients. Je l'utilise pour moi aussi et aussi bien pour les relations que pour le travail, que pour la spiritualité, même des réflexions par rapport à des vies passées. Voilà, il est certainement très polyvalent, très intéressant et il fait partie des tarots que j'utilise le plus. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt.